d'une troisième voie, vu les deux prises de position envers le storytelling, celle de Salmon d'abord et la réponse entre guillemets d'Yves Citon dans la première partie, que je confronte les deux avec mon point de vue dans une perspective d'histoire littéraire qui a à faire, John l'a mentionné, avec mes recherches sur les avant-gardes. Et dans la deuxième partie, j'aborde un storytelling post-dramatique à l'exemple de Christoph Schlingensief, où il y a peut-être le handicap que Schlingensief, qui n'a vécu que 50 ans, il y a 10 ans, il est mort, et donc qui n'est pas trop connu en France, je suppose. Donc, je commence avec deux modèles du storytelling. Dans la perspective mentionnée, c'est-à-dire fiction littéraire contre storytelling, je pose la question, qu'est-ce que la conception de storytelling devenue depuis une vingtaine d'années un nouveau paradigme en sciences économiques et sociales et surtout dans les business studies, qu'est-ce que cela peut apporter à la critique et aux études littéraires? Le livre initial pour la réception française dans ce domaine, Storytelling de Salmon, porte le sous-titre La machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits. Et il est difficile d'imaginer un livre avec littérature, avec narration ou avec fiction qui porterait le même sous-titre. Si la littérature de la modernité a toujours voulu éviter quelque chose, c'est de devenir une machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits. Pour Salmon, comme l'apprécie une des présentations de la version américaine de son livre qui est paru il y a 4 ans, en 2017, celui-ci montre how the creative imagination has been hijacked in the 21st century. On pense au fameux livre de Serge Guibault, How New York Stole the Idea of Modern Art. Le storytelling fait donc partie du dispositif de la créativité, tel que le sociologue allemand Andreas Reckwitz le développe depuis une dizaine d'années à partir de The Invention of Creativity, en allemand en 2012 et en anglais en 2017, où la créativité devient non seulement un style de vie presque obligatoire dans les grandes métropoles, mais aussi un marché pour des produits culturels commercialisés. La critique de l'incroyable hold-up sur l'imaginaire dans le livre de Salmon et sa dénonciation des machines narratives du storytelling a de son tour été critiquée par Yves Citon dans Microcratie, Storytelling et imaginaire de gauche il y a une dizaine d'années, tout en reconnaissant que l'Empire a confisqué le récit et que, je cite encore Citon, c'est cet incroyable hold-up sur l'imaginaire que raconte le livre de Salmon, cacherait une critique de la phase théorique des réflexions sur la littérature. Dans ce contexte, Citon mentionne Lyotard, ayant eu comme résultat, je le cite, que la gauche s'appliquait virtueusement à ne plus raconter des histoires, avec la conséquence que les lecteurs lisaient les grands maîtres des petits récits libéraux, néoconservateurs ou néofascistes, et on aurait bien aimé en savoir un peu plus, mais là, il ne détaille pas. D'abord, c'est une contestation d'une époque qui a mené, il y a 30 ans, en 2010, au débat autour du retour du récit. Donc, il a dû y avoir un refus du récit, même si cela n'a jamais été une terreur, comme on le disait à l'époque. Mais depuis les années 80, le retour du récit, et avec celui de l'histoire,
sont la grande tendance de la littérature contemporaine. Je renvoie dans le cadre des études de narratologie à la Crisis and Return of Storytelling from Rob Grier à Tournier d'Anna Meretoya. On peut donc se demander si la littérature contemporaine a abandonné le storytelling pour le laisser instrumentaliser à des fins publicitaires ou commerciaux, ou si la critique littéraire, y inclus universitaire, n'a pas conservé de l'époque théorique une précaution vis-à-vis de ce que peut aussi être un plaisir du texte, c'est-à-dire de trouver à la rigueur de s'identifier avec une appréciation du monde dans lequel nous vivons. Daniel Bougnoux, dans un compte-rendu du livre de Citon qui porte le titre « Quel récit faut-il pour la gauche ?» est pourtant plus critique ou plus autocritique que celui-ci quand il constate, en ce qui concerne la disparition des conteurs déplorée par Citon, qu'elle est, je cite, liée à notre enseignement qui survalorise le raisonnement et l'explication. Et il continue, notre communauté désœuvrée, pour citer Citon avec un titre bienvenu de Jean-Luc Nancy, a perdu sa ressource mythique et se méfie des grands récits, dont Lyotard de son côté a diagnostiqué l'extinction. Fin de la citation. Et Bougnoux de s'exclamer et de revendiquer: nous sommes des mythophages, il nous faut des histoires, encore des histoires, en citant le mentir vrai et de manière plus cachée la préface à une mythologie moderne de son auteur préféré, c'est-à-dire Aragon. La question qui se pose, c'est de savoir si les contre-fictions et les contre-narrations qui, Citon, voudraient opposer contre le storytelling généralisé et commercialisé de la médiocratie n'existent pas, au moins depuis le début du XXe siècle. L'appel d'Aragon, repris par Bougnoux, reçoit une réponse chez Citon avec son titre principal « Mythocratie », et Citon termine son livre avec l'appel « Mythocrates de tous les pays, racontons-nous des histoires ». Citon situe cette notion dans le contexte du musicien de free jazz afro-américain Sun Ra, qui déclare dans une chanson « The mythocracy is what you never came to be, that you should be », dans le film qui lui est dédié, Sun Ra, A Joyful Noise. Et l'autre référence pour la notion de mythocratie est représentée par le collectif Wu Ming qui proclame, citation, « Le mythe doit naître de la réalité par en bas, il doit y avoir un moment de spontanéité », fin de la citation, et cette nouvelle actualité ou nécessité du mythe se trouve confirmée par la communauté désœuvrée où Jean-Luc Nancy constate que la ressource mythique fait défaut. Je cite, « Penser notre monde à partir de ce défaut pourrait bien être une tâche indispensable. » C'est à partir de cette situation actuelle que Citon veut renouveler l'imaginaire de gauche, ou pour le formuler avec son introduction, sous quelles conditions les ressources du storytelling peuvent être réappropriées par des politiques émancipatrices de gauche. Et maintenant, je viens à ma connexion de ce contexte avec celui des avant-gardes dans ce cas du surréalisme. Avec cette apologie de la mythocratie qui permet de consolider le storytelling avec un imaginaire de gauche, Citon réagit au développement de Salmon sur la mythologisation du branding. Citation, la marque deviendrait mythe lorsqu'elle entre en résonance avec les croyances des consommateurs. Chez Salmon, cette appréciation se trouve dans une partie portant le titre de Dream Society. Et même s'il critique avec ce titre une société où les marques représentent les rêves des consommateurs,
une société rêvée ou de rêve aurait pu évoquer des souvenirs d'histoire littéraire. J'ai montré dans une contribution au colloque Littérature contre Storytelling de 2015 que le surréalisme préfigure non seulement une autre Dream Society, mais aussi une mythologie nouvelle ou un mythe nouveau qui ressemble à la mythocratie esquissée par Citon. Cette contribution avait paru chez Raison Publique et a disparu de l'écran, donc elle existe pour ainsi dire plus du tout. La qualification avec laquelle Citon désigne le groupe Wu Ming comme représentant de la mythocratie et d'un storytelling de gauche s'applique au moins autant au surréalisme. Il est une entreprise littéraire qui me paraît emblématiser cette éruption du mythe qui s'efforce avec plus ou moins de succès de faire résonner la voix même de l'interruption dans le monde contemporain. Faire résonner la voix de l'interruption dans le monde contemporain pourrait presque être une définition de l'avant-garde en général. Déjà, Aragon insiste sur la double face du mythe. Dans le sentiment de la nature au but Chaumont, les mythes des marques et de leur branding apparaissent déjà comme une représentation figurée des divinités de la Dream Society avec ses légendes modernes du storytelling. Je cite Aragon, au Texaco, Motor Oil, Esso, Shell, grandes inscriptions du potentiel humain. Bientôt, nous nous signerons devant vos fontaines et les plus jeunes d'entre nous périront d'avoir considéré leurs nymphes dans le naphte. À la différence de la mythocratie actuelle, le surréalisme, qui avait un grand récit à raconter, opposait sa mythologie et le projet qui était lié à celle de l'univers narratif des marques comme mythes. Et au lieu de croire qu'il pourrait les combattre par un mythe interrompu, comme le fait Yves Citon, Aragon est convaincu du caractère tragique de toute mythologie. La question qui se pose, c'est de savoir quelles sont les possibilités du contre-storytelling de la mythologie moderne surréaliste de nos jours. Pour Michel Murat, cette mythologie moderne dépasse la situation contemporaine et bloquée en faisant, je cite, du mythe une sorte de résolution dialectique du conflit entre imagination et connaissance sensible. Une telle utopie, une contre-fiction en médiocratie, est proche de la mythocratie de Citon. Je cite, c'est ce que vous n'êtes jamais devenu de ce que vous devriez être. Elle correspond ainsi à ce que Hans Blumenberg désigne dans La raison du mythe comme la grande performance de l'esprit humain avec sa fonction de distanciation envers l'absolutisme de la réalité. Pour Blumenberg, ce qui appelle le travail au mythe, ainsi la traduction littéraire de son titre, continue à être une performance nécessaire et il s'oppose ainsi à Jean-Luc Nancy auquel se réfère Citon. Je cite, « Dans l'interruption du mythe, quelque chose se fait entendre, ce qui reste du mythe lorsqu'il est interrompu, rien sinon la voix même de l'interruption. » Je me demande comment cette voix même de l'interruption peut être plus qu'une trace de l'absence et comment cette trace peut devenir le lieu où le storytelling se situe, qui raconte ce que vous devriez être. Et on peut se demander si c'est de cette manière qu'on peut remobiliser, pour renouveler l'imaginaire de la gauche, comme le titre du dernier chapitre de Citon le revendique. Je vais aborder maintenant le mythe collectif et ensuite passer à la deuxième partie autour de Schlingensief. Un nouveau mythe collectif, point d'interrogation. Oh, j'ai complètement eu... Ah, voilà. Voilà, excusez-moi. Pour Yves Citon, la mythocratie désigne aussi la capacité du mythe
à frayer de nouveaux devenirs individuels et collectifs. La mythologie moderne d'Aragon que j'ai mentionnée représente une réaction individuelle à une situation collective. À celle-ci, au début des années 30, répond le projet d'une narration collective et émancipatrice que Breton proclame avec le mythe collectif. Déjà, dans la position politique de l'art d'aujourd'hui, de 1935, ayant constaté que, je cite, « Nous vivons à une époque où l'homme s'appartient moins que jamais », fin de la citation, ce qui préfigure la Dream Society, Breton revendique de renoncer à la création d'un mythe personnel, une notion défendue par Malraux, pour demander au surréalisme la création d'un mythe collectif. Et précisant les limites et les frontières du surréalisme dans La Clé des Champs, presque 20 ans plus tard, Breton insiste sur la nécessité de l'élaboration du mythe collectif propre à notre époque. Ce n'est pas le moment d'approfondir la question de l'évolution du mythe chez Breton, mais il est comme par exemple dans l'Ode à Charles Fourier qui proclame un mythe social. Mais il est clair que presque au même moment, les mythologies de Roland Barthes avaient une fonction mythocritique différente et analysaient une société qui, pendant les Trente Glorieuses, ne croyait plus avoir besoin d'un mythe collectif ou social. Dans certaines parties, la mythocratie de Citon ressemble à une réécriture du projet surréaliste. Yves Citon aurait pu reprendre des citations d'Aragon ou de Breton qui exigent une prompte réponse à la question « Que penser du postulat ? Pas de société sans mythe social. Dans quelle mesure pouvons-nous choisir ou adopter et imposer un mythe en rapport avec la société que nous jugeons désirable ?» Fin de la citation. En ce qui concerne le storytelling présenté et critiqué par Salmon, le surréalisme présente certainement un contre-storytelling à la manière des contre-fictions en médiocratie auquel Citon a consacré un article dans Fiction en 2013. Que le refoulé mythique du surréalisme soit retrouvé, réapproprié ou réinventé de cette manière peut être apprécié comme une ruse de l'histoire. Un des mérites du livre manifeste et de la polémique de Citon est d'insister sur l'importance du mythe pour toute tentative de storytelling. Walter Benjamin, dans l'essai qui porte en anglais le titre The Storyteller, der Erzähler, n'a pas seulement regretté que la faculté de raconter une histoire disparaît de plus en plus, mais aussi que disparaît en même temps celle d'échanger des expériences. On peut regretter que cela vaut pour les expériences et les tentatives de créer un nouveau mythe ou un mythe collectif, de la manière de Citon. Mais peut-être faut-il regretter plus encore qu'il est aussi ainsi impossible de prendre note du sort de tels projets comme celui du surréalisme. Cela vaut aussi pour le contre-storytelling ou les contre-fictions de Citon, dont on se demande après 10 ans ce qu'ils sont devenus. Mais peut-être ils sont réalisés ailleurs que dans les pratiques de la mythocratie. Dans un article d'un dossier sur le storytelling dans une revue allemande, donc peut-être pas trop connue en France, sous le titre Du récit au storytelling, enjeu pour la fiction, Françoise Lavocat constate chez les théoriciens du storytelling comme acquise l'indifférenciation entre fait et fiction dans une optique panfictionnaliste qui dissout les frontières de la fiction et la notion de fiction même. C'est cette dissolution qui est déjà au centre du projet des avant-gardes historiques. Breton aborde cette dissolution de la notion de fiction et de réalité au début de son roman Nadja,
Je cite, « Pour moi, je continuerai à habiter ma maison de verre où l'on peut voir à toute heure qui vient de me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. » La fiction est donc refusée pour dissoudre cette frontière qui doit permettre un storytelling contre la littérature réaliste, pseudo-réaliste, basée sur la distinction entre la réalité et sa mimésis. On peut commenter de tels passages avec Françoise Lavocat, disant que, je cite, la fiction au sens étroit du terme reste le modèle sous-jacent de tels textes, mais au moins ils essaient de rapprocher leur contre-storytelling autant que possible des faits de la vie concrète. Jusqu'à quel degré cela soit possible est une autre question. Et pour la paraphraser et détourner son argumentation, on pourrait dire que ces textes, en évitant les simulations fictives, nous incitent à l'action. Les actions, les manifestations, les provocations des surréalistes témoignent de leur intention d'intervenir dans la réalité. Les groupes d'avant-garde, comme le surréalisme, représentent donc un autre type du storytelling et de la fiction. On pourrait presque parler d'un troisième modèle. Cela ne vaut pas seulement pour la conception de Françoise Lavocat, mais aussi pour celle de Salmon. L'avocat le cite en citant Aragon et son contre-storytelling durement vrai. Salmon souligne la différence entre l'énonciation paradoxale de la vérité qu'Aragon définissait comme un mentir vrai et le storytelling des spin doctors comme un art de la tromperie absolue, un mentir faux. Mais il faudrait distinguer le mentir vrai du vieux Aragon du projet surréaliste, plus d'un demi-siècle plus tôt, proclamant la fin aussi bien de la fiction du mentir vrai que des mythologies modernes et de leur publicité. Mais même si cette contre-storytelling surréaliste à la manière de Breton ne réussit pas à reconduire l'art dans la vie, il représente un autre modèle de la littérature. Si on n'en trouve pas de traces dans l'imaginaire de gauche de Citon, le spectre du surréalisme et de son storytelling apparaît là où on n'y s'attend peut-être pas. Et avec cela, j'arrive à la deuxième partie, donc le paradigme du post-dramatique et le storytelling. Pour passer à l'exemple d'une actualisation d'un projet du troisième type, d'un rapprochement de l'art et de la vie, je vais brièvement présenter la conception du théâtre post-dramatique en résumant la partie introductoire de l'article que j'avais mis à votre disposition et qui a été publié dans Fabula il y a 2 ans. À ce moment, il faisait 20 ans que Hans Thies Lehmann avait publié son étude sur un théâtre qui rompait encore plus avec la tradition européenne de la centralité du texte, que cela ne s'était fait tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui veut dire aussi une rupture avec un certain storytelling. Son théâtre post-dramatique est traduit 3 ans après la publication allemande en français, chose extrêmement rare. Avec le texte comme base de la mise en scène d'un drame, il était clair que cette centralité du texte correspondait à une dramaturgie qui avait pour tâche de transformer une histoire réelle ou fictive en storytelling d'un récit construit, mis en action par des protagonistes. Les théâtres post-dramatiques abandonnent la narration d'un tel récit et le remplacent par la matérialité de la mise en scène, donc des signes visuels, spatiaux, phonétiques, qui s'adressent souvent sans l'intermédiaire d'un texte au spectateur. Peut-être la spécificité du théâtre post-dramatique peut-elle être précisée par une
comparaison avec le théâtre épique de Brecht. Malgré la théorie de la distanciation, Brecht préserve, grâce à la fable, une conception dramatique du théâtre. Le texte est clairement au centre et son exégèse est à la base des possibilités de la mise en scène. À partir de cette réalisation du texte, les mises en scène doivent produire, conditionner et activer des perceptions chez les spectateurs qui, en le confrontant avec ce qu'ils voient sur scène, l'amènent à prendre des décisions. Tout en essayant d'exclure la mimésis et l'identification de son théâtre, le théâtre de Brecht n'est pas conçu en opposition au théâtre dramatique, mais il entreprend un changement d'accentuation. Le théâtre post-dramatique dépasse donc les limites du drame pour procéder à une déconstruction du théâtre de la représentation ou de la représentation au théâtre. Pour Lehmann, le passage du dramatique au post-dramatique devenait inévitable parce que les conditions concernant la conception de l'homme, du sujet et de l'action, qui étaient à la base du drame et de son développement tout le long de la modernité, commençaient à changer avec la crise de la modernité à laquelle réagissaient les avant-gardes au cours des premières décades du XXe siècle. Les expérimentations théâtrales des avant-gardes sont interprétées comme précurseurs du post-dramatique. S'il y a encore une représentation dramatique dans les expérimentations de cette avant-garde, la théâtralité gagnait la primauté face au storytelling. En partie, la pratique du théâtre post-dramatique repose donc sur un transfert direct des théories théâtrales influencées par le post-structuralisme avant la notion même de post-dramatique sur les scènes du théâtre ou dans l'espace public. La pratique de ces expérimentations résulte de plusieurs états de conscience, résulte plus d'états de conscience que de signification linguistique, selon la théorie que des impressions sensuelles ne se laissent pas traduire directement dans la langue. Ce sont des systèmes sémiotiques qui produisent temps et espace, protagonistes et actions, tout en les déconstruisant. Avec cette conception, la paternité littéraire, l'auteur, sont directement mises en question. Souvent, la conception de la performance théâtrale et les textes, s'il y en a, sont le résultat d'un travail collectif et ont lieu dans la ville ou dans la vie même. On propage la conception d'une paternité littéraire ouverte et fait en général d'acteurs non professionnels des intervenants dans ce que des groupes théâtraux qualifient de ready-made théâtral. Le storytelling traditionnel du théâtre, c'est du théâtre épique de Brecht inclus, et peut-être particulièrement, est donc regardé comme obsolète. Les réalisations post-dramatiques de pointe sont donc plutôt des performances que la scénarisation d'une story sur scène. Un des représentants du théâtre post-dramatique décrit la conception de ces spectacles comme une dramaturgie du sampling. Souvent, les auteurs participent à la performance de leur pièce. Ils s'identifient à un tel degré avec cette réalisation qu'ils ne veulent pas laisser d'autres groupes ou acteurs metteurs en scène les interpréter. Si storytelling il y a, c'est une autofiction scénarisée qui dissolue les frontières entre fiction et réalité. La vie réelle n'est pas reconduite dans l'art qui ne se passe pas seulement sur scène ou dans la salle, mais aussi et parfois surtout en dehors du théâtre, veut être identique avec la vie et le happening réalise le moment où, d'un instant, le projet ou pendant un instant, le projet proclamé par le surréalisme semble réalisé. Le but est une performance séparant la communication des sujets présents sur scène pour manifester une position
post-structuraliste de critique du sujet. Cette conception est vivement critiquée par les représentants d'un théâtre plus traditionnel basé sur un texte et son storytelling. Bernd Stegemann, le dramaturge de la Schaubühne de Thomas Ostermeier, reproche à la conception post-dramatique, je le cite, « Si la réalité sociale déclare le disponible comme qualité de condition de production, la répétition d'ambivalence dans l'art ne peut plus fonctionner que comme geste affirmatif. » Et une autre critique polémique, comme l'homme a été remplacé depuis longtemps par des scénarios obscurs et virtuels, il n'a plus besoin d'être dépossédé de ses possibilités par les structures dominantes. Par les œuvres d'art post-dramatique, il se dépossède lui-même. La critique est donc claire et directe. Non seulement les pièces post-dramatiques, ou plutôt les productions post-dramatiques, ne propagent plus de storytelling, et certainement pas celui lié à un imaginaire de gauche, mais elles dépouillent l'homme de cette capacité d'intervention par le drame et en général. Ex negativo est donc confirmée l'absence plus ou moins grande du storytelling dans le théâtre post-dramatique. Et j'arrive à l'anti-storytelling de Schlingensief, des pièces dadaïstes à l'irruption de la réalité. Schlingensief, que vous voyez là avec le micro, fut comme cinéaste, metteur en scène et performateur peut-être le plus important représentant du post-dramatisme dans le théâtre de langue allemande. Il est beaucoup moins connu en France. Il a eu une invitation au Festival de Bobigny que Thomas Ostermeier que j'ai mentionné. Dans l'article que j'ai donné pour la documentation, j'ai cité Patrice Pavis, qui regarde Joël Joanneau et Joël Pomera comme metteurs en scène, auteurs post-dramatiques. Mais pour un Pomera, je cite, l'écriture du texte et la mise en scène naissent d'un même mouvement. Texte et mise en scène se conditionnent donc mutuellement. Cette importance du texte est confirmée par le fait que les pièces de Pomera sont publiées chez Actes Sud. Schlingensief, avec ses spectacles, ne cherche plus d'équilibrage entre la mise en scène et le texte. Ces textes ne sont que des performances qui n'ont pas besoin d'un texte comme base. S'il reste des documentations de ces performances, happening ou ready-made, c'est sur vidéocassette, mais non en tant que texte imprimé. Avec cette orientation médiatique, Schlingensief se situe donc moins dans la tradition d'Artaud que dans celle des happenings et performances dadaïstes et surréalistes des ready-made. Les dadaïstes à Zurich ou à Paris se font remarquer par des soirées spectacles d'une grande variété et diversité où sont combinées des performances manifestes, des happenings et des provocations du public. Et les manifestes d'un tsara représentent un démenti à toute narrativité naturelle ou expérimentale. Même les pièces de théâtre dadaïste, par exemple, S'il vous plaît, de Breton-Soupeau, font le choix d'un refus de toute cohérence narrative en pratiquant l'écriture automatique. C'est moins un contre qu'un anti-storytelling. On a déjà attesté à cette pièce d'être une préfiguration de la conception post-dramatique de Schlingensief, mais cela vaut peut-être encore plus pour le spectacle de la visite à Saint-Julien-le-Pauvre en juin 1921, annoncé par un placard « Faut-il fusiller les dadaïstes ?» On va y revenir. Dans cette pièce, à l'air libre, il ne se passe pratiquement rien, il faut dire qu'il pleut sans arrêt. Elle devient ainsi le contre-modèle du storytelling au théâtre que Breton condamne ici. Ainsi, la spéculation littéraire est illicite dès qu'elle dresse en face d'un auteur des personnages
auxquelles elle donne raison ou tort après les avoir créées de toutes pièces. C'est sur l'arrière-fond de cet anti-storytelling, de cette dramaturgie du sampling, de fragments et de happenings et de mini-performances que se développe la conception de Schlingensief, qui représente un théâtre post-dramatique que Lehmann a désigné comme irritation totale, basée, selon lui, sur l'irruption de la réalité. Je veux présenter les conséquences de cette irritation totale pour la narrativité du storytelling grâce à deux exemples. Un premier exemple est une action proche d'un théâtre, mais proche d'une manière, géographique. Aimer l'Autriche, s'il vous plaît. Donc, je vais passer au numéro 6, mais là, vous voyez le lieu où se passe ce happening, aimer l'Autriche, s'il vous plaît, donc devant l'Opéra de Vienne. Invité au Festival de Vienne en juin 2000 sur la place devant l'opéra que vous venez de voir et qu'on voit un peu partiellement avec l'autre photo. Donc, en proximité de l'endroit le plus prestigieux du storytelling culturel, Schlingensief performe une action dans un assemblage de conteneurs que vous voyez là, sous le titre « Aimez l'Autriche s'il vous plaît », mais aussi avec la pancarte Ausländer raus, en dehors les étrangers. Et ceci se passe au moment de la coalition entre les partis conservateurs et néo-nazis qui avaient provoqué à l'époque un boycott européen. Pendant une semaine, 12 demandeurs d'asile s'installent dans les conteneurs sur un terrain sanctuarisé et vidéosurveillé. Devant les spectateurs qui applaudissent, on installe une grande pancarte que j'ai déjà mentionnée, en dehors les étrangers, Ausländer raus, et on fait propager des extraits des discours du chef du parti néo-nazi par des haut-parleurs. En allusion à une émission du RTL allemand qui s'appelle Big Brother, on demande à la population autrichienne de voter tous les jours par téléphone ou par Internet pour savoir qui sont les 2 demandeurs d'asile les moins appréciés pour les expulser des conteneurs et du pays. Tous les soirs donc, 2 habitants doivent quitter le campement. Celui qui reste à la fin reçoit une somme d'argent et peut rester en Autriche s'il trouve quelqu'un ou plutôt quelqu'une pour l'épouser. Des protecteurs éminents comme Elfriede Jelinek, qui n'avait pas encore obtenu le prix Nobel, ou Daniel Cohn-Bendit et bien d'autres viennent pour des visites, pour discuter avec les habitants du campement ou des journalistes. On peut comparer ce happening avec la pièce de Jelinek d'après Échille, Les suppléantes, dans le long monologue avec des narrateurs autodiégétiques se situe nettement du côté du storytelling dans le sens d'un imaginaire de gauche. Et l'installation de Schlingensief veut aussi raconter une histoire pourtant qui rompt avec la narration et représente pour moi un storytelling dans la tradition des avant-gardes. Un des visiteurs du campement fut le philosophe Peter Sloterdijk. Pour ce philosophe du cynisme, Schlingensief veut, je le cite, présenter le théâtre comme réalité. Et il situe cette conception dans la tradition de narration des avant-gardes. Mais le procédé, je le cite encore, d'intégrer toujours plus de réalité dans une conception élargie de l'art, fin de la citation, on pourrait aussi dire du storytelling,
selon Sloterdijk ne marche plus. Alexander Clou, un autre visiteur, a signalé dans un entretien sur place avec Schlingensief, je cite, que la distinction entre fait et fake est dissolue et qu'il s'agit d'un théâtre sans écriture et sans mode d'emploi. Selon les critères du storytelling, avec Émile l'Autriche, s'il vous plaît, Schlingensief a réussi à raconter une histoire engagée avec un succès rare au théâtre. D'une certaine manière, son récit est devenu une marque. Pour reprendre la partie de Salmon, la marque est un récit. On pourrait dire un branding. Il pose donc clairement la question avec quelle boîte d'outils méthodologiques on peut aborder un tel théâtre entre performance et installation. Est-ce que la narratologie peut encore regarder de telles créations artistiques comme faisant partie de son domaine? On va revenir à cette question que j'emprunte à John Peer avec l'autre exemple. L'autre exemple, pardon, l'autre exemple est une performance appelée le second manifeste de Breton, tué Helmut Kohl. Ce spectacle de juin 1996 représente le modèle d'une performance où ce n'est que le présentisme de l'action qui compte. Dans les archives de Schlingensief, il n'en reste plus qu'un clip de 2 minutes et une page consacrée aux éléments du surréalisme. Que Schlingensief choisisse le fameux passage au début du second manifeste du surréalisme de Breton, où il revendique que, je cite, l'acte surréaliste, vous connaissez la situation certainement, l'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Cette citation montre à quel degré le storytelling surréaliste est devenu un modèle pour lui et qu'on peut ou doit réécrire ou plutôt pratiquer. Comme l'appel du titre l'explique, tuer Helmut Kohl, cela veut dire, veut être une provocation à l'époque. Après un des autres spectacles dans le théâtre de la Volksbühne, Schlingensief appelle son public à le suivre en marchant à travers la ville et en prenant le métro et en criant des slogans révolutionnaires jusqu'aux guinguettes du Pratergarten où se passe le spectacle du second manifeste qui ne dure pas plus d'un quart d'heure. Il s'agit d'un spectacle en plein air qui a lieu sur une scène improvisée à la manière du Grand Guignol. Sous la bannière avec la devise du titre, donc Tötet Helmut Kohl, que vous voyez, et tuer Helmut Kohl, on voit une grande poupée qui ressemble un peu au chancelier de l'époque et qui doit paraître devant un tribunal, comme le tribunal contre Maurice Barrès, organisé par les dadaïstes en 1921. Avec un mégaphone, là, on le voit mieux là, avec un mégaphone, Schlingensief proclame les accusations et demande au public de condamner l'accusé à mort. Celui-ci est décapité et coupé en morceaux et jeté de l'estrade. La performance se termine avec l'appel de Schlingensief. Je vous demande tous de rentrer à la maison et de chercher vos fusils, vos pistolets et vos couteaux. Helmut Kohl est dans la ville, attrapez-le, tuez Helmut Kohl. Comme ça, le final, Schlingensief ne tire pas dans la foule, mais avec un pistolet dans l'air. Les participants ont compris que c'est la fin de l'action et tout le monde s'en va vers les tentes de la bière. Avec cette manifestation performance happening ready-made, Schlingensief réalise un mélange de genres
Grand Guignol, manifeste, spectacle dadaïste et d'action post-dramatique et de réalité. John Pierre a cité vers la fin des perspectives et enjeux au moment de l'introduction, on a cité la relation entre storytelling et narratologie chez Citon, qui explique sa scénarisation qu'on pourrait à première vue comparer avec ses performances post-dramatiques de Schlingensief. Donc, il le cite, l'inscription d'une narration dans le cadre des transformations qu'elle est amenée à induire dans le réel à travers le forçage métaleptique qui transmute les comportements des personnages imaginés en comportements d'individus réels dont les conduites ont été frayées au cours de l'expérience narrative. Ce passage décrit le fonctionnement du spectacle de Schlingensief, sauf qu'il ne s'agit plus d'un procédé, donc les substantifs inscription, transformation, transmutation, mais de l'abandon de certains intermédiaires littéraires au profit de la réalité de la vie dans le cadre de la performance. Il arrive ainsi à s'approcher de ce qu'envisage François Lavocat pour la fiction. C'est justement la frontière, l'oscillation qui nous semble intéressante et d'ailleurs historiquement pérenne, l'entre-deux du jeu et du mensonge. Comme performateur post-dramatique, Schlingensief n'a pas besoin d'une inscription de la narration ou d'un forçage métaleptique, ni de personnes imaginées ou des instances narratives. Il travaille, si on peut dire, avec une métalepse entre son spectacle et la réalité, donc plus tellement avec des personnages imaginaires, mais directement avec les personnages réels qui forment son public. La performance permet d'un côté de devenir une partie de la réalité vécue en prenant le métro ou en criant des slogans comme dans une manifestation ordinaire. Mais elle participe aussi à une scénarisation, pour citer Citon. Le fait que la performance prend son point de départ dans un théâtre et qu'à la fin, tout finit en spectacle, permet d'attribuer en même temps un cadre de fiction à la performance. Et les spectateurs, tout en jouant dans le réel de la vie, réagissent comme dans un spectacle. Personne ne va chez soi pour chercher ses armes et les coups de pistolet de Schlingensief tirent plutôt le rideau à la fin de la performance qui ne lance une véritable révolte. La performance et son anti-storytelling se situent donc dans une frange entre fait et fiction, justement pour mettre en évidence, je cite Françoise Lavocat, en évidence des enjeux politiques et pour provoquer une reconfiguration du réel. John Pierre avait donc raison de terminer son propos introductoire avec une question. Comment positionner la narratologie à ses origines, la réserve des récits littéraires, mais devenue depuis le tournant narratif et d'autres évolutions, une approche plus transdisciplinaire par rapport au storytelling dans ses différents formats. Je ne suis pas sûr que le théâtre post-dramatique, et spécialement avec les performances de Schlingensief, une de ses pointes les plus avancées, fasse partie des domaines transdisciplinaires qu'évoque John. Mais en tout cas, ces performances se situent, comme c'était déjà le projet des avant-gardes historiques, dans l'entre-deux du champ littéraire et d'un espace autre qu'ils essaient d'atteindre en reconduisant l'art dans la vie. Et à la différence du texte littéraire proprement dit, c'est qu'à partir de cette situation, à la fois dedans et dehors, que se posent des questions pour la narratologie. Et Favak a récemment souligné dans sa thèse en se référant à Monika Fludernik l'importance de l'opposition entre la narrativité représentationnaliste et performative.
Si l'on peut dire que la narrativité performative demande une participation plus active ou plus créative dans le sens de la littéraricité, ce texte scriptible demande donc la participation active ou la poésie des lecteurs. À première vue, les spectacles de Schlingensief comme performance devraient faire partie de cette narrativité performative et pendant un moment, j'ai cru qu'on pourrait les apprécier comme une variante spécifique du narrative withdrawal qu'Eva Wagner analyse à l'exemple de Kafka. Chez Kafka, l'effet du withdrawal produit une déception ou un trouble des lecteurs vis-à-vis de la signification du texte dans le cadre de leur horizon d'attente. C'est pour cela qu'un withdrawal a besoin des attentes narratives et de leur possibilité d'explication qu'il veut décevoir. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Schlingensief. Quand il s'agit d'attentes génériques, le grand guignol ou le procès dadaïste, ils ne sont probablement pas connus du public. On peut dire que la littéraricité, même dans un sens métaphorique, vu que la performance ne connaît pratiquement pas des textes, se situe dans une dimension historique ou de l'histoire et qu'il en résulte de la conception générale de cette performance un cadre compositionnel narratif. Grâce au moyen d'un withdrawal remarquable et perceptible, les procédures narratives restent présentes sur le plan de l'histoire. J'en arrive brièvement à ma conclusion. Comme déjà mentionné dans le contexte de la dramaturgie et de la composition, mais aussi dans celui des conventions et des prédécesseurs, et surtout des conceptions et des références théoriques, s'installe une complexité narrative que j'aimerais à la fin de mon intervention détailler en 4 points que j'ai discutés avec Eva Wagner. Premier point, celui-ci se situe sur le niveau discursif de l'histoire littéraire avec le narratif d'une avant-garde qui raconte et préfigure une imbrication avant-gardiste de la réalité et de la fiction, un narratif dont Citon ne tient pas compte, mais que Schlingensief réalise avec ses performances qu'on pourrait regarder comme des mythocraties matérialisées. Deuxième point, comme narratif d'une avant-garde historique, comme ce narratif d'une avant-garde historique est plus qu'implicitement contenu dans la performance de Schlingensief, il s'agit de la dimension narrative d'un storytelling, mais ce storytelling appartient aussi au niveau du discours. C'est à ce point que l'opposition entre histoire, storytelling et discours vient d'être souminée par l'imbrication mentionnée. Troisièmement, j'ai essayé de montrer de quelle manière il s'agit chez Schlingensief d'une cohérence narrative en progrès, avec laquelle ses performances sont pourvues d'une forme et d'une signification spécifiques. Je les situe ainsi dans le prolongement de ce projet central d'avant-garde qui est réalisé momentanément et qui est caractérisé par l'absence de narrativité sur le plan de l'histoire. C'est le paradigme de l'avant-garde qui confère aux performances de Schlingensief une signification narrative et celle-ci se distingue nettement de celle produite sans cette contextualisation par les spectateurs ou participants qui ne sont pas obligés de tenir compte de ce niveau du discours, mais qui peuvent se tenir au niveau de l'histoire. Quatrième point, le projet de l'avant-garde historique, mais aussi de Schlingensief, de reconduire, ou plutôt de réunir et d'amalgamer l'art et la vie, a donc des conséquences pour le statut et la relation entre story et discours. Si les performances de Schlingensief se situent consciemment
Dans ce contexte, les expériences avec ce projet au cours du XXe siècle influencent et marquent ces pratiques performatives. Il faudrait donc un modèle narratif qui permet une sorte de circulation entre les niveaux différents. Et dans ce contexte, je renvoie à celui d'Eva Wagner qu'elle a proposé dans sa thèse qui vient de paraître. Se situer dans le champ littéraire tout en voulant le dépasser a comme conséquence une grande ambiguïté ou une ambiguïté généralisée. L'opposition entre story et discours est rendue poreuse. Comme les performances se situent au moins encore partiellement dans le champ littéraire, ce cadre influence et conditionne aussi leur conception, donc le niveau du discours. Mais la reconduction ou l'amalgame entre l'art et la vie, donc la réalisation pratique de ce projet, par exemple par la participation du public, concerne avec son déroulement presque exclusivement le niveau du storytelling, a donc peu ou pas du tout le contexte discursif formé par le discours des avant-gardes au cours du XXe siècle et laissé, pour ainsi dire, aux lecteurs professionnels. Donc, je m'excuse d'avoir un lecteur peut-être professionnel des avant-gardes, mais j'espère que la problématique que j'ai voulu développer est un peu devenue claire par cette présentation. Merci beaucoup. Et merci à vous, Wolfgang, pour cette intervention qui touche à des questions vraiment essentielles hein, pour notre séminaire, storytelling et narratologie. Tout d'abord, le storytelling nous parle Christian Salmon est bien distingué de ce storytelling au sens de mythocratie, et c'est très fascinant aussi disons le background surréaliste et dadaïste du storytelling à la Yves Citon. Ça, je trouve extrêmement intéressant. Ça permet de mettre en perspective hein, certains des enjeux de notre séminaire. Donc, bon, oui, bon, le théâtre post-dramatique est-il narratif? C'est une question fondamentale, je trouve, qui teste les limites à la fois du storytelling de Christian Salmon et le storytelling traditionnel, hein, les contes, etc. Je pense que je vous ai mentionné le livre de Benoît Hainaut, hein, que Philippe connaît très bien. C'était une thèse théâtre et récit. Hein, théâtre et récit, l'impossible rupture. Hein, et c'est une étude extrêmement riche. Philippe a co-dirigé la thèse. Parce qu'il trouve que, bon, malgré tout, il y a une narrativité dans le spectacle post-dramatique. Hein. Voilà simplement quelques impressions. Et puis peut-être dernière remarque, dans les 4 thèses que vous avez énoncées à la fin, bon, histoire, storytelling contre versus discours, je pense que le post-dramatique pousse cette distinction à la limite. Hein. Et Benoît Hamon
Benoît Hénault, hein, dit que finalement, oui, le spectateur impose une narrativité hein, sur le spectacle post-dramatique. Voilà, donc pas exactement des questions, mais quelques réflexions sur cette intervention extrêmement stimulante. Oui, alors je réagis seulement sur les derniers points, c'est-à-dire l'ambiguïté, j'ai parlé de porosité qui s'installe dans certaines productions du théâtre post-dramatique entre les deux niveaux, histoire, storytelling d'un côté et discours de l'autre. Et bon, ça c'est peut-être pas déjà, évidemment c'est un problème, mais le problème qui m'a intrigué, que je peux peut-être pas présenter d'une manière assez claire, c'est que il me semble au moins que la décision de ce qui est le niveau essentiel dépend en partie de l'horizon d'attente de celui qui apprécie. Donc, pour un lecteur normal, tout ça se passe surtout ou peut être interprété et vécu d'une certaine manière sur le niveau de l'histoire et du storytelling. Dès qu'on y arrive avec une perspective, disons, esthétique ou une conception du développement de la littérature au XXe siècle, on voit autre chose et ça concerne surtout un niveau discursif. Alors, il semble qu'il y a coprésence des deux. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est une spécificité du post-dramatique? Je crois qu'en tout cas, la porosité ou l'ambiguïté est certainement quelque chose que le théâtre post-dramatique développe le plus. Alors, maintenant se pose la question comment aborder cela dans une cohérence narratologique. Alors là, vous êtes tous plus spécialistes que moi. Oui, juste une observation sur l'histoire storytelling versus discours. Bon, je ne sais pas si on peut amalgamer histoire et storytelling. Storytelling, c'est déjà l'acte de narrer. Oui. Oui. Bon, histoire, c'est traditionnellement, c'est le contenu, c'est la structure. Oui. Oui. Donc, oui, mais avec le storytelling ensemble. Oui, avec le post-dramatique, le problème c'est que l'histoire naît, se développe, n'existe qu'à cause du storytelling. Oui, ou bien on peut dire que le storytelling, ça gomme relation histoire-discours. Oui, Philippe, il faut débrancher là, donc il faut ouvrir. Merci beaucoup pour votre exposé, Wolfgang. Alors, je ne vais pas parler au nom des organisateurs du séminaire, mais en tout cas, dans mon idée, quand on avait eu l'idée de ce séminaire sur storytelling et narratologie, c'était au fond pour essayer de savoir quel type de récit était le storytelling. Alors moi j'ai deux remarques à faire. Je continue sur celle de John, c'est-à-dire le post. Vous m'entendez bien, ça va? Oui, parfait. Le post dramatique est-il narratif? Parce qu'effectivement, tous les deux, on a lu le même travail qui était celui d'un doctorant, donc Benoît Hénault, qui a beaucoup travaillé sur le post dramatique.
Et en fait, le post-dramatique, par définition, est anti-narratif. Il se déclare comme anti-narratif. Bon, donc, à mon avis, même si ensuite, étant donné toutes les indications scéniques, enfin tous les commentaires, tout ça c'est réintroduit dans un récit, c'est pas sans poser problème. Alors en revanche, effectivement, je pense que là où le post-dramatique rejoint en partie votre propos, c'est au moins chez Castellucci, puisque Castellucci travaille explicitement à partir de mythes. Bon, c'est moins valable, à mon avis, pour les deux autres dramaturges dont Bernard Hinault parle, c'est-à-dire Jan Lovers en Belgique et le Wooster Group aux États-Unis. Bon, ça, c'est le premier remarque. Alors, deuxième type de remarque, c'est justement sur le lien entre storytelling et narratologie. Moi, je trouve que, comment dire, aussi bien dans le livre de Salmon que dans le livre de Citon, au fond, ce qui leur manque terriblement, c'est une théorie de la fiction. C'est-à-dire qu'au fond, je vois Anne sourire, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'au fond, ça conduit à expliquer que le storytelling, c'est entre la réalité, la fiction, etc. Bon, à mon avis, il manque complètement le point. Pour la raison suivante, c'est que ce qu'ils expliquent là, au fond, c'est la question du faire croire. Bon. Et donc, alors, je comprends bien pourquoi Citon fait appel au mythe et à la mythocratie. Bon, mais ça veut dire que c'est au fond une vision assez négative du mythe. Hein. Le mythe, c'est une sorte de bonne propagande ou de bonne forme de propagande, enfin, etc. Et à mon avis, ce qui manque terriblement là, justement, d'une part, ils n'ont pas de théorie de la fiction, et d'autre part, ce qui manque absolument, c'est la question de la rhétorique et de l'argumentation, qui est évidemment centrale dans la question du storytelling. Et donc, enfin, en tout cas, dans mon souvenir chez Salmon, il n'est jamais question de rhétorique. C'est-à-dire, c'est comme si la rhétorique n'existait pas. D'un côté, on a la fiction, hein, et de l'autre côté, on a la propagande ou la manipulation. Et qu'entre les deux, un récit puisse aussi servir à persuader et qu'il faille sortir, je dirais, de la poétique pour comprendre, c'est-à-dire qu'on réintroduise la rhétorique, ça manque à mon avis. Voilà. Et je pense que c'est la même chose, si vous voulez, du côté de Citon. Donc, moi, je comprends que vous fassiez le lien entre mythocratie et mythe au sens surréaliste, mais en même temps, c'est tellement négatif, cette idée de mythocratie, au sens de manipulation des esprits, quoi. C'est un peu ça. On peut créer du bon storytelling ou de l'anti-storytelling, mais on manipule toujours les gens. C'est pour la bonne cause, évidemment, mais bon, on manipule toujours les gens. Voilà, c'est pas de théorie de la fiction d'un côté, parce que de l'autre côté, pas d'attention à la question de la rhétorique dans le storytelling, alors qu'il me semble que c'est fondamental, quoi. Pardon d'avoir été trop long. Non, merci beaucoup. J'ai mentionné plusieurs fois Françoise Lavocat, hein, dans le contexte de la fiction. Donc, je voulais insister sur l'importance de cette dimension et je suis tout à fait d'accord que pour les deux, ça les intéresse pas le moins du monde. Cela vaut aussi, bien sûr, pour la rhétorique. Et pour l'importance
du mythe et de la mythologisation, ou chez Citon de la mythocratie. Vous avez raison et vous avez aussi raison et je me suis étonné un peu ou pas mal qu'un littéraire que je connais bien comme Citon n'a aucune dimension historique, donc présenter le mythe pour manipuler dans un sens de contre-storytelling de gauche, c'est un peu laisser de côté toute l'histoire du mythe dans la littérature. J'ai renvoyé au philosophe allemand Hans Blumenberg, qui a quand même écrit un travail central sur le mythe d'une manière générale, mais aussi dans le contexte actuel. Et tout ça est laissé de côté. Et ce qui aggrave un peu le cas, c'est qu'il faudrait quand même, si on proclame quelque chose comme Citon, prendre compte de l'expérience de l'utilisation du mythe, par exemple par les surréalistes. Et là, on verrait qu'on peut aussi tirer la conséquence d'un échec d'un certain type de mythe ou de mythocratie. Alors tout ça, ça s'ajoute à vos critiques, mais ce qui me semble essentiel, c'est quand même dans le cadre de l'opposition, de la triple opposition, histoire, storytelling et discours, s'ajoute celle de la fiction. Et celle de la fiction, celle du faire croire dans le théâtre post-dramatique est quand même assez compliqué, beaucoup plus difficile à résoudre facilement que pour un théâtre classique et même pour un théâtre moderne. Je ne sais pas comment c'est dans la thèse que vous deux avez mentionnée, donc que je vais me procurer et voir. Mais en tout cas, faire croire au théâtre, dans un théâtre qui justement est conçu pour subvertir cette possibilité, est aussi une question mise à la fiction ou une mise en question de la fiction, ou moins de la fiction en général. Et je trouvais assez important que Françoise Lavocat souligne justement ce point d'ambiguïté quand la fiction rencontre une certaine réalité. Il me semble que c'est beaucoup plus visible avec un théâtre de ce type qu'avec des fictions écrites de manière contemporaine ou traditionnelle. Donc peut-être un théâtre post-dramatique, il y a une confrontation directe entre le réel et le quasiment sans médiation. Au moins en théorie, oui. Oui, en théorie, ça marche. Comme j'ai essayé de montrer, il y a quand même un cadre, un contexte, etc. Et là, on voit que, bon, pour l'anecdote, on peut dire qu'on a voulu accuser, comme on a voulu accuser Aragon à un moment, on a voulu accuser Schlingensief d'avoir appelé à l'assassinat de Kohl. Et ça a été bientôt supprimé par les magistrats pour les raisons qu'on connaît. Donc, disons, la liberté de l'expression artistique, mais aussi la fiction. Donc, tout ce qui voulait être intervention ou installation, dans le double sens, installation
comme une installation et s'installer dans la réalité, avait quand même besoin de ce cadre ou pouvait profiter de ce cadre ou pouvait se référer à ce cadre. Donc, ça n'est jamais possible complètement. Et de cette manière-là, c'est vraiment un cas frontière, un cas limite pour les deux notions. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être encore une remarque. Monica Pludenek, dans sa narratologie cognitive, dit que bon, l'histoire, au sens mythos, au sens d'Aristote, n'est pas vraiment nécessaire à la narrativité. Pour elle, c'est plutôt l'expérientialité. Et c'est ça qui fait la différence, voilà, qui est au cœur du narratif ou de la narrativité pour elle. Et elle dit, je pense qu'elle dit, si je me rappelle bien, que en fait, rien n'est plus narratif que le personnage l'acteur sur la scène. Oui, mais là justement, avec la contestation d'un certain statut de personnage plus ou moins autonome sur la scène, et en plus joué par des acteurs, tout cela au moins le théâtre post-dramatique essaie de dépasser ce modèle. Je crois quand même que l'expérientialité ou l'expérience qu'on peut faire avec des telles performances produits, ou disons non pas seulement produits, mais difficile à penser sans la narrativité. Donc, la narrativité existe quand même si on se débarrasse des personnages sur la scène et on installe vraiment, en partie au moins, dans certaines expériences, un public sur scène. Donc, cette expérience, la création de la narrativité par l'expérience dramatique qui existe, je crois que ça c'est essentiel et il me semble que là on arrive à une limite qu'on ne peut pas franchir parce que qu'est-ce qu'il y aurait au-delà de cette limite, quel serait l'effet produit si c'est pas de la narrativité ou si ce n'était pas lié à la narrativité. Oui. Philippe, alors, il faut activer. Pardon. Non, moi je suis convaincu par ce que dit Wolfgang là, dans les échanges. Bon, j'ai pas d'autres questions. Je trouve que ça m'a rendu des choses très très claires là et donc des points qui étaient obscurs. Donc merci. Voilà. Et peut-être comme note en bas de page. Non, il y a Eva qui veut parler. Eva? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. On peut vous voir? Donc, oui, je vous vois, merci. Donc, la question que je me pose, c'est de savoir s'il y a une certaine sorte de narrativité dont on parle ou si on doit parler de plusieurs narrativités, en fait, selon les différents spectateurs ou lecteurs. Par exemple, Wolfgang Hasselt a souligné le fait que les spectateurs qui participent à ces manifestations, à ces performances, ils font une expérience tout autre
que, disons, les spectateurs professionnels qui voient le contexte historique qui se réfère au projet des avant-gardes qui se réalise peut-être ici. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de différentes sortes de narrativité selon la question qui regarde, qui reçoit ce spectacle ou non? Et peut-être une deuxième remarque, puisque Wolfgang Hasselt a mentionné la dynamique du withdrawal, ou si on veut le traduire en français, de la fuite narrative peut-être. Et là, je ne suis pas sûre, je ne crois pas qu'on pourrait dire que c'est une dynamique de withdrawal. Premièrement, parce que oui, c'est vrai que cette withdrawal est liée à la déception des lecteurs quant à leur attente de sens, mais d'autre part, ce qui est, disons, plus central pour le withdrawal chez Kafka, c'est l'abondance de faits, ou de détails, ou de micro-événements diégétiques. En fait, et tous ces détails qui sont très riches dans le monde diégétique de Kafka, ces détails ne se prêtent pourtant pas à la reconstruction ou la création d'une intrigue cohérente. C'est-à-dire il y a un potentiel de narrativité que les lecteurs ressentent, mais ce potentiel ne peut pas être réalisé puisqu'il y a des contradictions, des inversions, etc. Donc je crois que cela contraste beaucoup avec Schlingensief et ses performances, puisque là, je crois, autant que je sache, il n'y a pas un monde diégétique très riche qui fait semblant de former une intrigue, mais c'est plutôt vraiment plutôt pauvre au niveau de l'histoire, n'est-ce pas? Donc là, je dirais que c'est une grande différence à propos de la dynamique de la fuite narrative ou du withdrawal. Donc ça, juste comme commentaire, puisque vous l'avez mentionné. Oui, pour le premier point, je me pose la question, bon, il me semblait qu'il y avait plusieurs, ou que dans la réception, il y a au moins 2 possibilités de niveau narratif, mais est-ce que c'est valable seulement pour ce cas limite d'une performance post-traumatique? Ou quelle serait la différence, ou est-ce que cette différence n'existe pas dans la lecture entre la lecture professionnelle d'un roman traditionnel et entre la lecture, disons, normale. Alors, ça pourrait être le cas aussi, en tout cas, on pourrait regarder de plus près. En tout cas, ici, c'est très visible, ou c'est très, très facile à suivre. Pour l'autre, oui, je suis d'accord. Bon, j'en suis arrivé à l'hypothèse, après abandonner, d'un withdrawal chez Schlingensief, justement à cause de la dimension performative, mais finalement, je suis d'accord, des détails diégétiques qui dérangent, qui étonnent, qui surprennent chez Kafka ne font pas du tout l'affaire de Schlingensief. C'est dans ce sens-là, et là, c'est une question qui se pose à l'ensemble du post-traumatique. C'est une intrigue vraiment réduite et, disons, sans arrière-fond, sans sous-sol, donc directement abordable. Alors, peut-être c'est aussi cette situation du post-traumatique qui pose déjà un problème, parce que on a un peu l'impression pour le post-traumatique que le grand moment a été à la première décade et un peu au-delà de notre siècle, et pour le moment, tout cela est un peu en crise.
Ce qui correspondrait... Donc là, je dirais que c'est de la fuite narrative ou du whisper. Donc ça, juste... Pardon, j'ai pas bien compris. Oui, Eva, vous pouvez répéter? Bon. Bon, du reste, je me suis un peu renseigné après avoir abandonné le storytelling pendant quelques 5 ans, si je compte bien, quand ont eu lieu les colloques. Je me suis un peu informé du statut du storytelling dans les études littéraires ou même de narratologie, et on constate quand même une très grande différence dans le contexte germanophone. Il y a bien sûr une masse d'études, surtout genre business studies, marketing, etc. Ça en fourmille, un peu dans la sociologie et dans d'autres domaines, mais finalement très peu en littérature. Donc, on se demande ce qui serait quand même étonnant si par le fait d'un tel livre, d'un seul livre, c'est-à-dire Salmon, a été déclenché un effet en France. Le livre n'est pas traduit, il est traduit en anglais, bien sûr, mais pas en allemand. Donc, ça n'a pas eu être le même effet. Donc, il y a un livre par une œuvre collective rassemblée par des romanistes, où est aussi la contribution de François Avocat, etc. Donc là, il y a une affinité vers ce qui se passe en France. Et on a remarqué que le storytelling est devenu une question ou un sujet d'une certaine importance en France, mais en général, et ça devrait être surtout chez les germanistes en Allemagne, c'est presque pas une question. Donc on en a entendu parler, mais c'est pas devenu un sujet en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même étonnant. Je ne dirais pas que Salmon a réussi ce que Lehmann avec le post-traumatique a réussi, c'est-à-dire c'est un livre entre-temps traduit, je crois, dans une trentaine de langues, donc il a vraiment eu il a changé quelque chose. Mais reste le fait que, en comparant, c'est quand même une différence assez visible. Dans le monde anglo-saxon, narratologie anglo-saxonne, on voit assez souvent le mot de storytelling au sens de narrative. Ouais, oui, donc, oui, oui, le Benjamin Storyteller. Oui. C'est exactement ça. C'est dommage parce que ça gomme des distinctions importantes. Donc, c'est peut-être une des raisons de ce séminaire pour distinguer storytelling et storytelling et narratologie pour pouvoir réexaminer ces questions qui sont fondamentales, finalement. Ben oui, moi, avec ces premières contributions que j'ai mentionnées, je défendais un point comme l'ensemble du projet de contre-storytelling. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une conception de contre-narration pour quelque chose de précis? Oui, mais en général, ça serait quand même l'expérience de la narrativité, si elle est pratiquement omniprésente, essayer de développer une contre-narrativité ou narrativisation, ça serait un peu, ça serait un projet étonnant, disons. Oui. Voilà, il faudrait inventer des catégories oui. auxquelles personne n'a jamais pensé.
Mais aussi, parce que bon, dans le théâtre post-dramatique, ça gomme des distinctions. Aussi le storytelling, comme Philippe l'a bien mentionné, on ne fait pas de distinction, les distinctions, fiction, le statut de la fictionnalité n'entre pas en question, le rhétorique non plus, mais l'absence de ces catégories chez Salmon et chez Citeaux, est-ce que ça ne nous pousse pas à réexaminer les questions? Souvent dans l'histoire de toutes les sciences, quand les idées, les principes, les catégories arrivent à la limite, il faut le repenser. Donc, il y a peut-être, ces oublis ont peut-être un effet salutaire. Je ne sais pas, une question. Oui, mais là, on est plutôt dans les questions des révolutions scientifiques, comment se déclenchent des révolutions scientifiques, et si elles ne se déclenchent pas souvent sur le fait qu'on observe avec un hasard plus ou moins objectif quelque chose qui manque, et que c'est cela qui manque, et peut-être encore plus la rhétorique que la fiction chez les deux, ce qui est encore un peu étonnant pour un historien de la littérature qui est plutôt de la littérature classique que de la littérature contemporaine dans ses recherches. Là, c'est vraiment étonnant de ne pas faire attention à la dimension rhétorique de tout cela. Moi, j'ai commencé mes études chez un des grands rhétoriciens en Allemagne, Heinrich Lausberg, qui est allé beaucoup loin dans ce cas parce qu'il a expliqué l'ensemble de la littérature avec ces catégories rhétoriques. Donc, il y avait un moyen unique pour expliquer le monde, mais que la rhétorique est extrêmement importante grâce à, justement dans le contexte du storytelling. Je crois que ce serait un projet de recherche qui vaudrait la peine d'être entrepris. Oui. Bon, Eva, il y a quelques minutes, vous vouliez dire quelque chose, mais vous n'étiez pas connecté. Elle a éteint le micro, oui, là. Ouais. Il revient? Maintenant, j'entends. Très bien. Non, en fait, j'avais déjà avant, est-ce que vous avez bien compris ce que j'avais dit avant? Oui. Oui, d'accord. Sinon, je n'avais pas levé la main une seconde fois. Excusez-moi si j'ai fait une faute là avec la technique. D'accord. Y a-t-il d'autres questions de la part des étudiants? Questions, commentaires, observations? Ce qui se passe en ce moment, excusez-moi. Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut s'arrêter là. Je pense que le monde entier commence à avoir la fatigue des Zooms. Mais pour la séance d'aujourd'hui, absolument pas. C'était fort stimulant. Ça apporte beaucoup le sujet du séminaire, le post-traumatique comme domaine de réflexion sur la question
storytelling et la narratologie. Bon, allez. Voilà, il faut... Je t'entends très mal parce que la connexion est très instable ici à l'EHESS aujourd'hui. Qu'est-ce que tu disais? J'ai entendu que entrecoupé. Ah oui, mais je disais simplement, est-ce que tu as des remarques, des questions? Non, non, moi je voulais remercier Wolfgang, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. En fait, je suis en train de réfléchir parce que ça touche à des questions sur lesquelles je travaille, qui relèvent du théâtre hispano-américain basé sur des mythes et des réécritures, mais j'ai besoin d'un petit peu plus de réflexion. Je serais plutôt assez d'accord avec ta perspective, Wolfgang, vraiment, et j'aimerais bien continuer mais je suis en train de digérer si vraiment c'est exactement ce que je suis en train de penser ou s'il y a des petites différences, mais on pourrait peut-être continuer le dialogue. Voilà. Mais effectivement, Volontiers. moi, je travaille aussi sur des textes qui sont entre récits, entre fiction et non-fiction, et qui ont une emprise sur le réel, mais qui sont plutôt j'ai un peu travaillé sur le théâtre, mais plutôt narratif. Donc, effectivement, il y a des points de contact. Mais je n'avais pas utilisé la même terminologie. Donc, au fait, je suis en train de m'interroger sur le fait si on est vraiment en train de dire les mêmes choses ou si c'est un problème de terminologie ou si c'est un problème de fond. Mais je trouve que nos approches sont plutôt proches, en particulier dans cette idée que par rapport et contrairement, je dirais, aux avant-gardes historiques, ce sont des modes d'intervention dans le réel qui sont imprévus, c'est-à-dire imprévus et imprévisibles. C'est-à-dire que la performance ou l'intervention de l'œuvre d'art dans le réel va produire disons, comme une incitation à une emprise sur le réel plus diffuse, disons. Il n'y a pas cette idée que bon, les gens vont aller prendre la Bastille, disons. Non, il va y avoir une emprise sur le réel, mais laquelle c'est comme plutôt une incitation à laisser l'art s'inscrire dans le réel. Et je pense que c'est ce que tu voulais dire aussi. Oui, là ce qui m'a un peu intéressé, c'était dans le contexte de l'argumentation de Citon avec mythocratie, etc., que devient le mythe et qu'un post-dramatique du début du XXIe siècle se sert encore aussi du mythe de l'avant-garde et de ces mythes à elle pour faire une performance. Pour l'autre côté, d'une manière beaucoup plus générale, je crois que la plupart, et c'est en général des groupes, la plupart des groupes qui pratiquent le post-traumatique dans le contexte germanophone procèdent exactement comme vous venez de le décrire. Donc, une intervention dans le réel où justement se pose la question, est-ce que c'est encore lié à un cadre ou à des conditions d'expérimentation, si on veut, qui créent de la fiction, ou jusqu'à quel degré est créé ou est essayé d'empêcher de créer de la fiction, ou c'est pas justement un des principes, je dirais presque esthétiques, d'éviter la fiction. La question qui se pose évidemment est-ce qu'on peut complètement renoncer à la fiction dans des expériences comme ça? Mais ça serait certainement un autre type de fiction que la fiction qu'on connaît au théâtre et peut-être même que la fiction des deux exemples que j'ai montrés. Même s'il faut admettre que le premier exemple, avec une installation dans la ville, pas de référence historique, à la manière de tuer Helmut Kohl et Breton et le manifeste, etc. Alors, là, quel est le degré de fiction créé par cela? Bon, souvent,
il y a, comme dans ce cas-là, je ne sais pas si la même chose existe, comme une émission que depuis 20 ans a un extrêmement grand succès en Allemagne, avec ce système de vote de disparition des participants qui sont tous des participants ordinaires et pas des acteurs. Donc là, il y a implicitement une référence à un modèle, disons, médiatique, mais ça c'est autre chose. Oui, alors, bon, je peux vous envoyer mon texte et on peut rester en relation. Oui, je voudrais bien qu'on aura l'occasion de discuter un petit peu plus. Merci beaucoup, Wolfgang. Volontiers. Avec grand plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on va clore la séance et remercier Wolfgang. On se retrouve dans 15 jours autour de l'exposé de Jean-Marie Schaeffer. Oui. Et merci beaucoup à tous d'être présents. Voilà, à très bientôt, dans 15 jours. Encore merci à Wolfgang, merci. Merci. Au revoir, bonne soirée.